Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Tech It Easy, l'émission qui va vous rendre accessible les métiers de la tech. Je suis Julien Keita, Regional Manager de la Wild Code School en Ile-de-France et aujourd'hui je suis accompagné avec Solène, une ancienne wildeuse de Paris, qui va pouvoir nous raconter son histoire. Salut Solène, comment tu vas? Salut Julien, je vais bien et toi? Ouais, pas trop stressé? Un petit peu. Mais merci quand même pour l'invitation, c'est cool. Tu verras, ça part au fur et à mesure. Ça va bien se passer. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour qu'on te connaisse? Ok. Du coup, je m'appelle Solène, j'ai 29 ans, je suis maman de 2 filles et je suis développeuse mobile grâce à la Wild. Merci pour cette intro, très concise et très bien. On va revenir sur ton histoire, du coup. Dans quoi tu te projetais, en tout cas en tant que jeune adulte, pour ta carrière? Alors, dans pas grand-chose. Concrètement, moi, j'ai commencé à travailler assez tôt et surtout des jobs alimentaires. Vraiment, je suis passée par tous les tafs qu'on peut imaginer qui ne requièrent pas de diplôme ou d'études. À Paris? Dans toute la France. Ok. Dans le sud, à Paris, à Poitiers. Voilà, j'ai fait glacière, serveuse, vendeuse, à chaque fois en essayant d'upgrade un petit peu mon niveau. Et j'ai terminé par vendeuse, notamment chez Darty et puis ensuite Dyson, où il y a quand même une formation sur le produit, la clientèle, etc. Donc c'était de l'apprentissage quand même et c'était assez cool. Et après, je suis devenue maman. Et je suis restée 1 an avec ma fille à la maison. Et quand il a été temps de retourner sur le marché de l'emploi, c'est là que ça a été très compliqué pour moi parce que j'arrivais plus du tout à me projeter, à envisager quoi que ce soit. Par manque de temps ou Non, par pression du chiffre. C'était vraiment des métiers qui ne me convenaient pas. J'avais l'impression de vendre mon âme au diable. Je vendais des choses à des prix exorbitants à des gens qui n'en avaient pas forcément besoin. Et donc, on créait le besoin. Il fallait toujours construire son chiffre. Enfin, il fallait toujours construire son salaire, en fait. Et c'était vraiment à toi de te débrouiller pour vendre toujours le plus possible. Et c'était vraiment quelque chose qui, moi, me peinait. Il y avait les horaires. Les commerces dans Paris, c'est ouvert très tôt, ça ferme très tard. Donc, vraiment, les horaires pour rentrer chez soi à 21h alors que ton bébé est déjà couché. En tant que jeune maman, C'était vraiment compliqué pour moi de me projeter là-dessus. Du coup, j'envisageais vraiment pas grand-chose. J'avais beaucoup de mal à me relancer. Et je ne sais pas pourquoi, mais la Providence a fait que je n'ouvrais jamais mes mails. Et un jour, j'ai reçu un mail de Pôle emploi qui parlait de reconversion pour les femmes. C'était un mail qui était adressé vraiment très précisément à mon profil et qui voulait féminiser le milieu de la tech. C'était vraiment une volonté de la grande école du numérique à l'époque. Et donc, toujours, ça parlait... Toujours. On veut toujours ça. Et du coup, il proposait en fait des formations qui étaient offertes pour les femmes qui étaient au chômage depuis plus d'1 an, qui n'avaient pas de diplôme et qui avaient moins de 30 ans. Je correspondais pile poil au profil. Le plus haut diplôme que j'ai eu, c'est le brevet des collèges. Donc, du coup, je tombais à pic. Et du coup, il demandait de s'intéresser en fait à qu'est-ce qu'on aimerait faire dans le milieu de la tech. Et donc, il proposait plein de métiers différents. Et du coup, j'ai regardé très vite, je me suis tournée vers le développement web, sans trop savoir pourquoi. C'était assez instinctif, mais en fait, en faisant rétrospectivement, finalement, ça a du sens. Mon père a été ingénieur informaticien chez IBM pendant 40 ans. Je suis née, j'avais déjà les ordis, les simulateurs dans les mains, etc. Toute ma vie, ma jeunesse, toute mon adolescence, je les ai passés derrière un ordi, à écrire des histoires, à faire des petits jeux sur RPG Maker, des choses comme ça. Donc j'avais quand même une appétence pour l'ordinateur, mais je m'étais jamais posé la question de comment sont codés les sites sur lesquels je vais, comment ça fonctionne finalement derrière. Et c'était proposé dans les fiches de poste et ça m'a tout de suite intéressée, ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit, mais quoi de mieux en fait que de passer ma vie derrière un ordi. Finalement, c'est ça qui va me nourrir, quoi. Je vais adorer faire ça et forcément, je vais me lever avec le plaisir d'aller bosser, ce qui serait la première fois de ma vie. Et du coup, c'est là que j'ai découvert la Wild Code School. J'ai vu que la formation était sur un temps très court et c'est quelque chose qui me convenait vraiment parce que je venais avec un gros syndrome de l'imposteur sur l'apprentissage, le cadre scolaire. C'est des choses qui sont pour moi très complexes où vraiment j'avais eu pas mal d'échecs sur toute cette partie-là. Et le fait d'avoir une formation très courte qui me permettait d'aller sur le marché de l'emploi rapidement derrière, ça me convenait bien. Le fait d'avoir un cadre un petit peu libre où on allait m'apprendre à apprendre, je trouvais ça génial comme proposition. Du coup, la Wild Code School, elle fonctionne avec des vrais projets. Et ça, je trouvais ça génial aussi de ne pas passer par de la théorie pure et dure, parce que moi, c'est quelque chose sur lequel j'allais me perdre, c'est sûr. Donc on allait direct avoir les mains dans le cambouis et pratiquer. Et je savais que ça allait me faire apprendre.
Du Bah, coup, c'est fou. je me suis lancée sur ça avec la formation du coup qui était offerte et j'ai eu 1 euro symbolique, je crois, à régler Ouais. pour obtenir la formation. Et du coup, j'ai candidaté et j'ai été reçue à Paris du coup par Abdou, l'ancien Abdou qu'on formateur. salue. Abdou qu'on For- salue. qui est toujours formateur, hein, Qui est qui est toujours... formateur sur les campus remote. Ok, Donc il continue de trop bien. former des élèves. Ça doit lui On convenir s'est à vu il y a pas merveille. ouais, ouais, je crois que oui. Donc toi, tu as fait partie d'une promotion parisienne, donc Ouais, à l'époque dans le 5e rue de Poissy. c'est ça, Comment s'est déroulée la formation pour toi? follement. Ouais. C'était une grande aventure. C'était très intense Ouais. et il y a eu beaucoup, beaucoup d'humains, beaucoup d'échanges, de rencontres. C'est vraiment ça, moi, qui m'a aidé à tenir. Au-delà de la difficulté du web, on était tous ensemble, Mhm. vraiment à découvrir. Vraiment, c'était des petites choses, mais moi, je venais du niveau -2, quoi, en programmation, langage informatique. J'y connaissais rien à rien et on était beaucoup dans ce cas-là et du coup on s'est tous un peu serré les coudes, on s'est entraidés, ça a créé vraiment une émulsion, Mm. vraiment la volonté d'apprendre et d'entrevoir au fur et à mesure qu'on apprenait à faire des choses, qu'on dépassait des caps, qu'on comprenait mieux les notions de base et tout et c'était assez génial et c'est découpé en 3 parties, il y a 3 projets. Le premier, on apprend vraiment les bases, donc la structure avec l'HTML et le CSS. Le deuxième projet, on mettait un petit peu plus les mains dans le cambouis, on découvrait le framework qu'on avait choisi, du coup moi c'était React. Et ensuite, il y avait le troisième projet qui a été le plus significatif parce qu'on travaillait avec un vrai client. Mm. Et ça, c'était vraiment une proposition géniale de l'école parce que ça nous met direct dans le bain vraiment d'aller voir comment est constitué le cahier des charges, comment il va falloir aller chercher les questions pour finalement comprendre le besoin derrière en fait, la proposition du client. Et c'était le projet le plus long, surtout, je crois que ça durait 1 mois et demi, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, et vraiment, on faisait tout de A à Z ensemble, sans lead dev, sans PO, sans rien du Mm, tout. Vraiment, c'était à nous de nous organiser dans la team. Et ça nous a vraiment beaucoup appris, je pense, sur le tas. Sans vouloir faire l'apologie de nos méthodes d'apprentissage, je pense que effectivement, tu t'en as parlé. C'est aussi l'environnement où peut-être tout le monde est humble, tout le monde est là pour apprendre et tu peux te reposer sur tes pairs et tout ça pour apprendre en groupe, en collectif, plutôt que d'apprendre juste d'un formateur, quoi. Donc ça, Ouais. comment tu l'as ressenti toi à ton niveau, quoi? Mais c'est complètement ça, en fait. C'est vraiment l'esprit de groupe, le fait qu'il n'y ait pas de compétition entre nous. Par exemple, je peux comparer à d'autres écoles, mais bon, j'y suis pas allée, je l'ai pas mis les pieds, mais Mm, mm. c'est l'idée qu'on s'en fait avec les retours qu'on en a. Mais c'est que des écoles comme 42 ou des écoles d'ingénieurs où on va plus se tirer la bouche, où faut toujours être le meilleur, il va y avoir des notes, on est évalué. Là, c'était vraiment pas tellement ça. L'idée, c'était de réussir ensemble et que quand on n'y arrivait pas, qu'on avait un blocage, c'était de s'appuyer sur les ressources de l'équipe. Il y en a toujours un qui sera meilleur pour traiter ce sujet-là et l'autre va être meilleur dans une autre catégorie. Ouais. Voilà. Moi, je savais faire les routeurs. Il y en a un qui connaissait Git. Bon, Voilà. bah voilà, on mergeait les talents et en fait, c'est comme ça qu'on a réussi tous ensemble à gérer ce projet. Et effectivement, le fait de ne pas avoir de lead, ça aurait pu être compliqué, mais on avait des formateurs qui étaient quand même très investis, autant sur le plan de l'apprentissage que sur le plan humain et émotionnel, parce que franchement, il fallait nous récupérer à la petite cuillère quand on n'y arrivait pas. Et vraiment, je les remercie, Thomas et Abdou. Cœur sur vous, parce qu'on on a subi des trucs vraiment difficiles et à chaque fois, ils nous rattrapaient et en fait, ils nous expliquaient. Et quitte à passer plus de temps qu'il n'en fallait, on comprenait mieux, on acceptait nos échecs, on voyait qu'on avait appris. Et c'est ça qui nous poussait vers le haut. En fait, la réussite entraîne la réussite, quoi. Et du coup, ça, c'était vraiment génial. On se sentait toujours accompagnés. On n'était jamais seuls. Trop bien. Ouais. Trop bien. Bah, C'était merci. vraiment cool. Donc, on va avancer. L'après-formation, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oh, c'était dur. Ouais. Ouais, la fin D'accord. de la formation. En fait, c'était tellement intense ces 5 mois où on vivait vraiment. C'était limite en autarcie, hein, H24 ensemble, en groupe, etc. Et du jour au lendemain, on fait le démo day où on présente du coup le projet final au client. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On est chez Le monde soi. du travail. Le monde du travail ou du non-travail et de la recherche de travail. Moi, c'est une période pendant la formation que j'ai vraiment surinvesti sur ce moment-là. Donc, du coup, j'ai désinvesti un petit peu le foyer ou
en tout cas le perso. Et du coup, du jour au lendemain, on se retrouve avec plus rien. Et c'était très compliqué. Donc, on a fait quelque chose d'assez marrant avec la team, c'est qu'on a fait une post-wild. Pendant un mois, on se donnait des rendez-vous ailleurs, chez les uns, chez les autres. Je savais pas ça. Et c'est quelque chose, voilà, je sais pas si toutes les teams l'ont fait, mais en tout cas, on a fait ça. On était une petite dizaine, je crois, à se réunir tous les jours, à refaire pour certains des projets en perso, d'autres on parlait seulement de ce qui s'était passé, de nos recherches, etc. Pour les tests techniques, on se soutenait tous ensemble. Quand on faisait des recherches pour des stages, puisque nous, derrière, il fallait qu'on trouve un stage pour pouvoir passer le diplôme. Du coup, c'était vraiment un moment cool, ça. Et ça s'est plus ou moins arrêté pendant l'été, quand tout le monde a fini par trouver son poste ou quoi que ce soit. Et moi, du coup, j'ai enchaîné avec un stage chez une boîte de consultants qui s'appelle Monsieur Guise, qui embauche principalement des consultants, donc des product owners, des project managers, des scrum masters. Et c'était assez grisant. Ce stage, et il a duré 6 mois. J'ai été embauchée en tant que dev front pour faire. Il y avait plusieurs sujets dans les cartons. Je me suis occupée de 2 sujets. Il y avait une plateforme centrée sur le produit et une plateforme à créer d'entraînement pour passer justement la certification Scrum Master. Et c'était génial. Du coup, je me suis occupée et du back et du front. Toute seule, et c'était une volonté de ma part, enfin c'était une volonté. C'est toi qui as voulu te challenger là-dessus, quoi. En fait je savais comment avait fonctionné la formation pour moi, et je savais que je m'étais beaucoup reposée sur les autres, et que dès que je ne savais pas, du coup je demandais, et en fait au lieu d'apprendre et de comprendre, je laissais faire, et je regardais sans mettre les mains dedans. Comme je suis venue avec ce syndrome de l'imposteur, vraiment j'avais besoin de le déconstruire, et je me suis dit quel meilleur challenge que d'être seule. Et en fait si je réussis, j'ai tout gagné, et si je perds, j'aurais eu raison, finalement j'étais mauvaise. je voulais avoir, un peu un truc, je voulais la véracité, quoi. Ouais, tu voulais un mur, quoi. Ouais, je voulais me confronter au mur et voir si ma tête elle passe à travers ou non, quoi. Sacré exercice quand même, tu vois, parce que c'est pas évident de se dire je vais me mettre tout seul sur des trucs où je suis en difficulté, où je le sais déjà. Franchement c'était une vraie année, mais j'ai jamais autant appris, quoi. J'ai jamais autant appris. C'était quoi la relation à ce moment-là avec, je sais pas, t'as forcément eu un maître, quelqu'un qui est une tutrice? Non, j'étais toute seule. Le seul dev de l'équipe quand je suis arrivée chez Monsieur Guise, en fait, c'était quelqu'un qui était à un poste du UX design et qui avait fait un petit peu de dev à l'époque, mais qui était en PHP, donc rien à voir avec ma techno JavaScript ni React Native. Et c'était il y a 10 ans. Donc en plus, ses connaissances n'étaient pas forcément à jour par rapport à ce que moi j'essayais d'implémenter. Donc il y a eu beaucoup de sujets, mais en fait, non, je me suis débrouillée toute seule. J'ai cravaché, j'ai fait appel à mon réseau. Et il y a eu des après-midi où je suis revenue à la Wild voir Abdou et lui dire t'as vu, j'ai ça à faire, faut que je déconstruise la data, faut que je fasse un point map, j'y arrive pas, s'il te plaît, tu peux m'aider? Je crois que je me souviens de ces moments-là où je te voyais repasser sur le campus. Je revenais avec mon sac, tout mon bardage, genre ça, je viens pour 4 heures les gars, mais je vais y arriver et tout. Et du coup, non, j'étais toute seule, mais c'était hyper formateur. J'ai continué d'apprendre à faire de la veille, à trouver toute seule mes ressources, à me servir de Stack Overflow ou de plein d'autres plateformes en fait comme ça qui délivrent des solutions. Et voilà, j'avais mon réseau, j'avais Abdou, j'avais mes anciens copains de la Wild. Donc c'était plutôt cool. Et, justement, est-ce que, tu l'as déjà fait, mais peut-être le refaire, lister ce qui te permet de continuer d'apprendre et de résoudre des problèmes quand on rencontre, je sais pas, tu as évoqué tout à l'heure la veille, le réseau aussi, les gens à qui tu peux poser des questions, Stack Overflow. Qu'est-ce que tu as comme liste de choses à faire quand tu es bloqué dans un problème de code? Je me suis mis en plus en place des process, donc c'est marrant que tu en parles parce que du coup, effectivement, la première, ton meilleur ami quand t'es dev, c'est Google. C'est faut pas avoir peur de faire les 4 premières pages des recherches Google. Derrière, il y a Stack Overflow qui est la plateforme vraiment où tu ne peux pas ne pas aller si tu es bloqué. Il y a les issues dans les GitHub, si tu utilises des librairies ou des packages, tu peux aller dans les issues qui sont réglées ou non d'ailleurs. Alors, si on peut revenir sur ce qu'est GitHub pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Non, mais juste peut-être le fait expliquer que c'est une sorte de réseau social, mais c'est aussi un endroit où tu peux poster ton code et montrer aussi tout le travail dans lequel tu t'es investi, les autres aussi. Enfin, on voit le travail de chacun, quoi. C'est ça. GitHub, c'est un endroit où tu vas pouvoir poster ton projet et vraiment, tu vas pouvoir stocker ton code et y revenir avec des steps différents. Tu peux stocker ton code sur différentes branches pour te rappeler de ce que tu as fait il y a 4 mois avec des petits messages qu'on appelle les commits pour t'y retrouver dans le temps.
Et du coup, sur ces projets qui sont appelés des repos, c'est vraiment GitHub, c'est un truc open source, donc en fait tout le monde peut y aller, poser des questions sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, une feature qui est attendue dans un package qu'on emploie, et donc on va pouvoir aller poser notre question, et en fait la communauté des devs qui l'utilisent peuvent répondre et t'aider à résoudre ton problème. Donc moi, je vais beaucoup dans les issues des GitHub. Okay. beaucoup. Et après, sinon, c'est principalement le réseau, quoi. Vraiment, je parle aux devs qui sont autour de moi, sur les Slack. Faut pas avoir peur d'aller sur des Slack ou sur des, sur des Discord. Sur LinkedIn, il y a pas mal de communautés comme ça. Hein. C'est quoi les communautés qui t'aident le plus justement React Native. Donc toi, tu as des Discord de React Native et tu poses des questions et tout le monde partage sans... C'est ça. Ouais, c'est ça. T'expliques ton contexte, t'expliques ton besoin, tu dis là où ça bloque, il y a quelqu'un qui te propose une idée. Exactement comme sur Stack Overflow, sauf que c'est des gens qui peuvent te répondre à la minute parce qu'ils sont connectés et puis qu'eux, ils ont besoin aussi. Donc en fait, c'est vraiment... des vases communicants, aidante, quoi. Ouais. Est-ce que tu as déjà ressenti dans un autre boulot justement ce truc de communauté, de gens qui font le même job que toi, qui tu peux poser des questions, qui vont prendre de leur temps de travail pour y répondre? Enfin, est-ce que t'as jamais. Jamais. Même dans la vente ou quoi, en fait, il n'y avait jamais cette idée de on se partage nos petits tips pour être meilleur, parce qu'en fait, le but, c'était d'être le meilleur. Alors que là, le dev, en fait, on prend 10 développeurs et une seule feature, il va y avoir 10 manières de la faire. Concrètement, il y a 10 logiques différentes et chacun va avoir son avis pour aider l'autre à réussir, mais en fait, le but, c'est juste que ça fonctionne. Une fois que ça fonctionne, après, c'est comment ça peut fonctionner le mieux et le plus rapidement possible et de manière le plus stable. Mais le but, c'est juste que ça fonctionne. Donc après, tout le monde y va de sa petite idée pour te débloquer. Mais en fait, il n'y a jamais de mauvaise réponse. Ça nourrit toujours le débat. Et c'est vraiment aidant. Et le but étant juste d'améliorer les connaissances et la stabilité des langages. Et voilà. Je suis d'accord. Non, c'est assez beau quand même, cette communauté soudée de développeurs à travers le monde. Hein. On se sent jamais seul. C'est ça qui est fou. Même à 3h du matin, tu peux aller poster ton message. Tu sais que tu auras probablement quelques vues. Et même sur LinkedIn, qui est un réseau très professionnel, ça m'est arrivé il y a quelques mois d'être bloqué dans ma boîte et en fait de ne pas réussir à trouver de ressources autour de moi pour me débloquer. Et j'ai posé la question sur LinkedIn et en fait j'ai eu au moins une quinzaine de réponses, je crois, sur mon post. Comme si on était à la cafétéria, quoi. De parfaits inconnus. De parfaits inconnus que je ne connaissais pas du tout, et qui m'ont dit est-ce que tu as essayé ça? Est-ce que tu as regardé dans tel dossier et tout. Et je me suis dit, mais c'est fou, quoi. C'est assez génial. Je trouve aussi. Donc là, c'était ton stage de 6 mois. Exactement. Qu'est-ce qui s'est déroulé ensuite ? Alors ensuite, j'ai passé mon diplôme du coup à la Wild. Donc la certification de développeur web et mobile. Exactement. Et j'en étais très très fière parce que du coup, moi je viens du niveau 0, je n'ai pas de diplôme. Et du coup, pour ma fille, ça faisait partie des volontés dans ma reconversion, c'était enfin d'être fière de mon métier. J'ai toujours cette image de me dire qu'un jour, elle sera à l'école en CM2 et que la maîtresse va lui faire remplir une petite fiche à la rentrée de c'est quoi le métier de ton papa et de ta maman. Je voulais un métier en fait, je voulais pas un travail, je voulais un métier, quoi. Le métier, on l'obtient avec des compétences et les compétences, généralement, il faut quand même se former. Du coup, j'étais très fière de pouvoir passer ce diplôme et de l'obtenir. J'étais hyper contente. Et derrière, crise Covid. Ah oui. Bam. Tu croyais que ça allait être simple? Tiens, on t'envoie un deuxième mur. Ça a été un petit peu impactant, la crise, parce que du coup, c'était beaucoup en remote. Donc finalement, on se rencontrait, mais à distance. Compliqué, les tests techniques pour moi à distance. J'avais un petit peu de mal. J'étais confrontée à des choses que je ne savais pas faire. Et je sais que le but des tests techniques, c'est de te mettre dans une position où tu ne vas pas forcément réussir. Et l'idée des recruteurs, c'est de voir comment tu réagis quand tu ne sais pas. Est-ce que tu es en PLS ou en fait, est-ce que tu trouves les moyens? Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu as des idées? Est-ce que tu es au moins dans la proposition? Ou est-ce que tu es vraiment bloqué, quoi? Mais j'avais du mal à me confronter à ça parce que l'échec était toujours pour moi vraiment source d'angoisse et de remise en question permanente. Mais au fur et à mesure que j'en passais, ça allait quand même mieux. Okay. Voilà, donc après, crise Covid, j'avais mes enfants à la maison puisqu'ils n'étaient plus du tout à l'école. T'en as eu 2 du coup là, à ce moment-là? Ouais. J'ai ma grande fille de 12 ans qui est ma belle-fille et j'ai ma petite fille de 4 ans. Félicitations. Merci. Grande fierté. Et qui était à la maison, donc du coup, on était plutôt en famille en fait, et c'était très difficile de se relancer, d'envoyer des CV dans le vide, de savoir qu'on n'allait pas avoir de réponse. Il y a un moment où vraiment j'ai eu un gros coup de mou. Et je ne sais plus pourquoi, mais il y a quelqu'un auprès de qui j'avais déjà postulé pour un stage qui m'a recontacté en me demandant si je cherchais un poste et je dis oui, je t'envoie le CV tout de suite. Et du coup, on s'est fait une réunion, une petite visio d'1 heure avec les 2 fondateurs de la start-up qui a duré 1 heure et la semaine d'après, j'étais embauchée.
Félicitations. Merci. Du coup, qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Donc du coup, c'est une start-up qui s'appelle Whatiz. Ouais. On est incubé à Station F. Okay. Et du coup, c'est une application mobile. C'est un moteur de recherche visuelle pour la mode féminine et masculine. D'accord. Donc il y a plein de use cases différents. Tu es en magasin, tu es sur les réseaux. C'est ce qui arrive le plus. Tu es sur les réseaux, tu scrolles, et puis il y a un influenceur que tu adores qui porte une pièce vraiment iconique ou un truc super fashion que tu adores, et il n'a pas tagué le vêtement, tu sais pas d'où il provient, il répond pas forcément dans les commentaires ou quoi que ce soit d'autre. Tu vas screener la photo, enfin tu vas screener le look, tu vas l'importer dans Whatiz, et en fait notre moteur de recherche va faire remonter des résultats qui correspondent à cette pièce. Si on a le même produit que tu recherches en catalogue, on va te le renvoyer. Si on ne l'a pas, on va te montrer plein de similaires, des dupes, et dans plein de budgets différents, plusieurs marques, donc du coup avec des positionnements différents. À toi après ensuite de faire ton shopping sur de l'éco-responsable, du fast fashion, du made in France, des retailers comme Asos. C'est à toi de te positionner. Nous, notre but, c'est juste de te remonter tout ce qui existe. En tout cas, le maximum de résultats possibles et le plus pertinent. Okay. Voilà. Et du coup, c'est l'app... qui est sur les stores en ce moment, sur iOS et sur Android. On a 270 000 users. Depuis le lancement de l'app, on est à 1,4 million de recherches. On a plutôt des bonnes notes sur les stores. Les gens sont assez contents. On a une belle communauté. Ça grandit. Donc, c'est plutôt cool. Whatiz, tu l'écris comment? W-A-T-I-Z. OK. Pour celles et ceux qui veulent aller voir sur les stores. Allez-y, téléchargez, s'il vous plaît. Et donc, toi, tu travailles sur quoi, du coup, au sein de cette équipe? Donc, du coup, moi, je suis la dev mobile. Ouais. En gros, on est une équipe de 9. Il y a un CEO, un CTO, 2 sales, 2 dev back-end, une dev front, c'est moi, et une chargée de com et marketing et une créa. OK. Et voilà. Vous travaillez tous à Station F ou On travaille tous à Station F, ouais. Okay. En physique. On essaye au maximum d'y aller en ce moment. Eh ben, écoute, si on va manger à la Felicita, on te fera bonjour. Grave, venez. et du coup, à quoi ressemble un peu ton quotidien au sein de cette équipe? Du coup, il n'y a pas vraiment de journée type. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi dans une start-up. Je trouve que c'est les sujets de manière trimestrielle ne sont vraiment jamais les mêmes. Moi, je suis arrivée chez Whatiz pour lancer l'application. Elle avait déjà été constituée sur une petite base par une dev qui était venue 3 ou 4 mois, je crois, pendant 3 ou 4 mois avant moi. Je suis arrivée pour débugger et lancer en production, donc sur les stores, vraiment pour les utilisateurs finaux. Et au début, du coup, c'était vraiment juste de faire quelque chose de stable avec un rendu joli, pas de bugs. Enfin voilà, c'était vraiment assez basique. Et au fur et à mesure, on introduit vraiment des nouvelles choses. Donc voilà, on a introduit les notifications push, le fait de pouvoir se créer un compte. Dernièrement, on a lancé la mode masculine, qui n'était pas vraiment une mince affaire. Au début, on était vraiment que sur la mode de femme. Okay. Vouloir lancer la mode masculine, ça signifie aussi un nouveau catalogue. Ouais. Des nouvelles inspirations, parce qu'on n'est pas juste un moteur de recherche, on propose aussi de l'inspiration pour les gens qui ne savent pas forcément. Enfin voilà, je sais pas, je prends un cas basique, mais il y a les soirées du Nouvel An, tu sais pas vraiment comment t'habiller, mais tu as envie d'une pièce qui change un peu. Eh ben, si on est sur la bonne période, tu arrives sur la page d'accueil et on va t'envoyer des tendances, soirée du Nouvel An, et donc tu peux aller dedans chercher de l'information, du contenu visuel qui aura été sélectionné soit par des stylistes, soit par d'autres biais, mais en tout cas, voilà, on propose de l'inspiration. On a un contenu tendance qui vient de s'ajouter, une sélection des stylistes, on a une page inspiration. On ne sait pas encore vers où le vent va nous mener, mais l'idée, c'est d'agrandir vraiment le contenu et d'être toujours de plus en plus dans la proposition de mode, en fait. Voilà. Okay, ça va. Donc là, tu disais en termes dans l'équipe, vous êtes combien de développeurs? Du coup, une dev front et 2 dev back. Et 2 dev back. Plus le CTO qui est quand même aussi beaucoup sur le back aussi. Comment tu as été accueilli du coup chez Whatiz? Très très bien. Ouais. Vraiment, moi je suis arrivée, ils étaient que 5. Ouais. Et il n'y avait pas de dev front, donc il n'y a pas eu de passation. Compliqué. Ouais. Du coup, la seule dev, et j'arrivais surtout sans expérience du natif, du mobile, puisque ma formation c'était vraiment sur le web. Mon stage était que sur une page web. Du coup, j'arrivais sans expérience du natif, mais écoute, on a mis les mains dans le cambouis, hein, on a déconstruit le code. J'ai essayé de traduire au maximum, et puis à force d'essayer et de console log des trucs, j'ai fini par comprendre. Mais c'était quelque chose de compliqué. Je me suis remangé la doc de React Native. Ouais, c'est React Native. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, c'est pas un dérivé, mais c'est quelque chose qui permet d'utiliser les librairies React, et aussi, en fait, les éléments natifs du mobile.
De les encapsuler, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est l'idée. C'est Ok. l'idée. Et du coup, c'était pas une mince affaire, mais concrètement, j'avais quand même une base solide parce que React et React Native, ils ont quand même les mêmes bases. Ok. Après, ce qui va changer, ça peut être la syntaxe, la manière d'importer les choses, le nombre de librairies et les librairies en elles-mêmes ne sont pas les mêmes. Mais globalement, c'est la même logique, c'est la même pensée. Donc, si ta base sur React est bonne, en fait, j'ai quand même pas non plus eu un mal de fou à mettre sur React Native. C'était pas un nouveau langage, en fait. D'accord. Et selon ton retour, qu'est-ce qui fait en tout cas, on est un bon développeur maintenant, quoi? Alors, selon moi, il y a beaucoup de remises en question. Il faut savoir se remettre en question quand ça ne fonctionne pas. Il faut savoir lever la tête du guidon, prendre du recul sur la problématique. Est-ce que c'est est-ce que c'est la liaison entre le front et le back? Est-ce que c'est juste de l'UI? Est-ce que c'est de l'UX? Et auquel cas, on peut se reporter sur la créa pour aller dire, bon, là, je pense qu'il y a quelque chose d'incohérent. Est-ce qu'en fait, on ne prendrait pas un peu de recul pour comprendre comment ça se passe d'une page à l'autre? Parce que le composant, on va le réutiliser. Donc finalement, est-ce qu'il a du sens à être comme ça ici et être différent de l'autre côté? Donc il y a pas mal de recul à avoir sur le produit en lui-même. Après, au niveau vraiment du dev pur, je pense que c'est de la simple logique. Et moi, je suis arrivée en pensant que j'étais très nulle en maths, que j'étais pas du tout logique, etc. Et finalement, du coup, dédicace à Abdou, mais en fait, c'est lui qui m'a redonné confiance sur un truc très très bête. Je te donne l'exemple aussi pour ceux qui nous écoutent et qui penseraient que c'est pas pour eux. Si tu penses que t'es pas logique, en fait, comment fonctionne une bouilloire? La bouilloire, en fait, tu la branches, tu mets de l'eau, elle est à 0 degré, tu appuies sur l'interrupteur et en gros, l'instruction, c'est augmente la température de la résistance jusqu'à ce que l'eau bout jusqu'à 100 degrés et à 100 degrés, hop, elle s'arrête. Là, en fait, on vient de coder le fonctionnement d'une bouilloire en pseudocode. Et après, il faut juste le traduire avec la bonne syntaxe, les bons mots, etc. Mais du coup, dans l'idée, la logique, finalement, tu l'as. Si tu arrives à découper tes étapes d'instruction, c'est ça de la programmation. Donc après, il faut juste les mots, il faut la traduction, quoi. Et du coup, si tu arrives à avoir une bonne logique, il n'y a pas spécialement de problème. Le souci, c'est plutôt de se tenir au courant des nouveautés, d'être à jour dans tout ce qui existe. La veille, dont on parlait tout à l'heure. La veille, c'est quelque chose de vraiment de très très important. Il ne faut pas avoir peur d'aller rattraper la mage de React Native qui vient d'être faite dernièrement, parce qu'en fait, plus vous laissez du délai, plus le temps de rattraper va être complexe à la fin. Et comment tu l'organises justement cette veille, toi? Alors j'ai encore un peu de mal, des fois je m'y perds parce que du coup vu que c'est mon seul, je suis toute seule en poste, il faut à la fois maintenir l'application, la débugger, créer des nouvelles features, s'organiser. Moi je gère les stores, les notifications, donc je gère plusieurs trucs aussi à côté. Du coup il reste assez peu de temps pour la veille, mais j'essaie quand même d'introduire ça au maximum dans mon quotidien. Et ça va être beaucoup d'articles sur Medium, c'est dans les communautés, aller regarder tout ce qui se partage. Sur LinkedIn, il y a énormément de ressources, il y a des gens qui font comment ça s'appelle, des trucs un peu graphiques, des PDF, faut pas hésiter à aller lire tout et n'importe quoi en fait. Et en grappillant des petites infos par-ci par-là, on agglomère tout ça et ça fait quand même un savoir assez conséquent à intégrer. Faut pas avoir peur de lire les docs. C'est un monstre, franchement personne n'a envie, faut pas se leurrer quoi. Mais en fait, il y a vraiment, c'est la base dedans. Et si tu as raté un seul truc dans la doc et que c'était le truc qu'il fallait pas rater, tu peux buter 6 mois sur le même truc quoi, sur la même logique. Donc, mais c'est beaucoup des articles principalement, et puis après les échanges avec d'autres devs quoi. À la fin du boulot, il y a un after work, tu vas parler, tu vas dire sur quoi tu bosses en ce moment. Ah génial, toi aussi, ok. Et comment t'as fait ça toi dans ta boîte? Et là il va te parler d'un outil que toi tu connais pas. Encore une fois, le partage. Toujours le partage. Ne pas avoir peur aussi, pour être un bon dev, ne pas avoir peur d'utiliser un truc qui fait déjà le café. Ne pas vouloir toujours faire tout à la mano, soi-même. Parce qu'en fait, c'est un monstre. À force de faire ça, ça devient trop gros, c'est tentaculaire. Et du coup, s'il y a déjà une librairie qui fait plus ou moins ce que tu veux faire et qu'elle est adaptable à ton sujet, prends-la. Ça va être beaucoup plus facile de l'implémenter et de la mettre au goût du jour et avec ton petit design qui va bien, plutôt que d'essayer de tout faire à la main. Ça, c'est très compliqué. Ne pas avoir peur de réutiliser des briques que tu as codées il y a 3 ans et juste en fait, à les refacto. Il y a des bouts de code que j'ai utilisés pour des projets perso, qui étaient des composants. Je sais pas, je te prends un exemple simple, mais un menu, un header ou un bouton. C'est tout bête, mais ça fait 10 lignes et franchement, ça m'évite de le recoder aujourd'hui, quoi. Je copie-colle, je change juste la variable. Tu t'es créé ta propre librairie. En fait, c'est ça. Franchement, ça,
ça, c'est très organisé comme dev, ça te déchire. Mais voilà, tu vas dans ton GitHub, tu retrouves le repo, un truc que tu as fait il y a 2 ans. Tu vas récupérer ta brique de code, tu copies, tu colles et t'adaptes en fonction de ton besoin. Tout l'importance de bien noter, clair. de se mettre des commentaires documenter, aussi. Faites des commentaires, ça c'est vraiment c'est la base. Moi, je suis arrivée sur un code qui n'était pas du tout documenté et franchement, j'ai pleuré des larmes de sang, quoi. Du coup, j'essaye au maximum de mettre des commentaires dès qu'on est sur des fonctions et de l'algo un petit peu complexe, ou en tout cas quelque chose où je sais que vraiment ça sort tout droit de mon cerveau et il va falloir que quelqu'un d'autre le traduise. Je sais que je vais pas avoir le même nom de variable, la même logique, on peut la faire différemment. Donc voilà, je vais essayer d'écrire au maximum, d'expliquer en pseudo-code, vraiment en traduction littéraire, ce qui se passe sur la fonction qui fait 10 lignes derrière, quoi. Là, ça fait déjà combien de temps que tu es chez Whatis, tu disais ? Du coup, ça fait un peu plus d'1 an et demi. Là, ça fera 2 ans en juillet. Très bien. Est-ce que tu te sens toujours junior ? Non, je me sens de moins en moins junior avec le temps. Mais je pense que j'arrive à un palier qui est un petit peu difficile à dépasser. C'est qu'en fait, finalement, j'ai eu peu d'expériences, mais elles ont été, comme je te disais tout à l'heure, significatives, mais toujours seule. Donc chez Monsieur Guise, 6 mois seul, et chez Whatis, un peu plus d'1 an et demi, mais seul. Alors j'ai un CTO, mais qui n'est pas formé sur mon langage, donc il a la logique du dev, mais il n'a pas les connaissances de la syntaxe ni de la techno. Voilà. Donc du coup, pas forcément facile, mais non, je me sens plus du tout junior parce que finalement, en 1 an et demi, en fait, je suis arrivée en sachant faire une page web et maintenant, j'ai fait une appli. Elle comporte au moins une 30aine de pages, il y a de la logique à tous les niveaux, il y a de l'UX, j'arrive à prendre du recul, à avoir un petit peu une vision produit, je la connais sur le bout des doigts, je sais que j'arrive à la maintenir. Je sais que je la comprends bien, je sais que je pourrais refacto des trucs, mais j'ai juste pas le temps. Mais j'arrive encore à m'y retrouver, etc. Et je me dis qu'un junior, non, il peut pas faire ça en fait. Ça devient trop conséquent. Donc je me suis pas vue quitter le junior, mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, non, je peux pas m'estimer junior par rapport à là d'où je viens, quoi. Ça va très vite, hein. En 1 an et demi. C'est fou. C'est fou. Après, voilà, je suis loin d'être senior et je pense qu'il faut que je me forme sur d'autres choses. Mais c'est vrai que de ne pas avoir de features team, de ne pas avoir d'équipe ou de lead dev qui va en fait aller faire des reviews de code, où en fait il va pointer du doigt une fonction que tu aurais pu mieux faire, mieux implémenter. Des fois on a des problèmes, tu vois, par exemple de rapidité d'affichage. Je sais pas comment le régler, je vais aller regarder toute seule si je trouve une idée, etc. Mais finalement j'ai personne qui pointe du doigt quelque chose que j'aurais mal fait, donc j'ai du mal à apprendre par exemple quelles sont les bonnes techniques. Ça c'est quelque chose dont je manque, donc j'essaye de me former à côté et d'avoir des infos à côté. Mais seule, c'est plutôt difficile de savoir si ce qu'on fait est bien ou mauvais. En tout cas, ça marche. Bon, après, est-ce que tous vos projets, je ne sais pas, est-ce que sont hébergés quelque part? Justement, tout à l'heure, on évoquait GitHub. Est-ce que tu le proposes à d'autres devs et tout ça qui peuvent te suggérer des idées? Alors du coup, non. Non, c'est pas open source. Non, on n'est pas open source. Vraiment, je pense qu'elle n'est pas dédiée à aller en open source. D'ailleurs, le code de l'appli. Mais par contre, ça nous est arrivé de bosser, oui, avec quelqu'un qui était en freelance pour qu'il nous aide sur une partie. Et donc, effectivement, on lui ouvre les accès au GitHub pour qu'il puisse aller chercher dans le code comment les choses fonctionnent. Et les retours qu'on en avait eus étaient plutôt corrects. T'étais fier? Ouais, ça va. Alors, pas toujours. Selon les trucs à implémenter, c'était pas toujours le cas. Mais globalement, en fait, c'est stable. Ça fonctionne. Tu vois, on va bientôt atteindre les 300 000 users. Et pour l'instant, on n'a pas de crash monstrueux à déplorer. On n'a pas de choses dont on est peu fier. Donc, pour l'instant, non, on essaye de... Écoute, bravo. Tu te vois, alors je vois là, tu as vraiment les mains dans le cambouis, tu n'as pas le temps même de faire ta veille, c'est compliqué. Est-ce que dans tout ça, tu arrives à avoir le recul de perspectives d'avenir? Est-ce que tu as d'évolution? Est-ce que comment tu te vois dans pas très très longtemps? Ok, c'est une question intéressante. Ça a beaucoup changé depuis la Wild. Moi, au sortir de la Wild, je pensais que j'allais être dev web. Alors déjà, j'y croyais même pas. Mais dans l'idée, dans le rêve, je voulais être dev web. Je me suis retrouvée à faire du mobile. Je savais même pas si j'allais réussir, si ça allait me plaire, si j'allais y rester, etc. Finalement, j'ai découvert un univers que j'adore. Je trouve ça génial. C'est vraiment les nouvelles techno. De toute façon, tout le monde passe un temps infini sur son téléphone aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un support sur lequel on peut parier qu'il y a de grandes années d'émergence de produits, vraiment d'idées à venir. Donc, vraiment, moi, je me vois continuer, mais dans le mobile. Pourquoi pas avec une vision produit un peu plus large aussi, puisque j'adore du coup le management de projet. J'adore donner naissance à des petits trucs, les voir grandir. Product owner.
J'essaye d'avancer un petit peu sur cette partie-là. Je prends de plus en plus pas de responsabilité, mais voilà, je suis plutôt proactive, je suis dans la proposition. J'essaye d'avoir une vision globale, holistique, en fait, un petit peu du produit pour comprendre pourquoi on irait plus vers ce point-là que celui-ci, essayer de prioriser, essayer d'avoir toujours un petit temps d'avance et de savoir, OK, en fait, sur les stores, pour l'instant, mon produit, c'est ça, mais moi, dans 3 mois, je sais ce qui arrive, ça va déchirer et que ça ait du sens, tu vois. Donc je me vois un petit peu, ouais, c'est un poste un peu hybride, mais dev PO, quoi, dev/PO. Non, mais ouais, ça me semble très cohérent avec ce que tu Ouais. as fait et ton parcours. Et du coup, avec le PO, je me vois continuer 10-15 années. Ok. Sans le PO, je pense que dans 5 ans, le dev peut me lasser. Ouais. Ou alors, sauf si je change de techno et que je vais sur quelque chose de différent qui va faire que je vais apprendre. Mais concrètement, quelque chose qui m'anime tous les matins, c'est aussi de voir ton produit grandir, d'avoir de la réussite, de voir que chez les utilisateurs finaux, il y a vraiment quelque chose où ils s'identifient. Tu vois, ça crée un truc très grisant. Et là, je pensais à ça parce que tu y as fait référence tout à l'heure sur justement l'avenir des applications et du mobile. C'est vrai qu'avec les technos actuels, on peut faire beaucoup de choses depuis navigateur. Ouais. Je crois si je dis pas de bêtises, on peut même faire de la géoloc, on peut faire quand même beaucoup de choses. Tu crois qu'il y a encore besoin de faire du natif pur, quoi? Non. Non. Dans l'absolu, en fait, je pense pas. Ouais. Je pense que vraiment, c'est à nous de construire ce qu'on veut vers l'avenir, mais globalement, je pense que tout est modulable à souhait et que, moi, par exemple, j'ai eu aucune formation sur le natif, quoi. Je connais pas Swift pour iOS, je connais pas Java pour Android, et en fait, il m'a suffi de, 5 mois de formation. À la Wild, un petit peu de cravachage à la maison et de formation, et voilà, bon, faut y mettre du sien. Mais finalement, en fait, les technos cross-platform peuvent te suffire complètement à aller sur du natif. Après, voilà, faut pas avoir peur d'aller chercher quand on comprend pas. Quand je suis sur des packages qui sont codés en Java et qu'il y a un bug et qu'on cherche à l'adapter à nos besoins, c'est plus difficile. Mais vraiment, je regrette pas, par exemple, de pas avoir de formation natif avec moi, quoi. Je me dis que ce serait un plus dans mes bagages, c'est sûr, quoi. Dans mon carquois, ça me servirait. Mais globalement, je me débrouille sans, donc pour l'instant, ça roule. C'est parfait. Merci beaucoup pour ce super témoignage. C'est déjà la fin de cet épisode, mais merci à tous et merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé. De rien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu voudrais donner, un dernier conseil, un dernier mot pour les personnes qui auraient, justement, peut-être... je me permets de revenir là-dessus parce que tu l'as évoqué plusieurs fois, mais peut-être qu'il n'y avait pas de diplôme et tout ça, et qui ont envie de se lancer dans la tech. Un conseil, c'est un bien grand mot, mais faut savoir un petit peu où on met les pieds, et vraiment, faut pas lésiner sur l'engagement que vous allez y mettre. Faut venir avec, faut que ça ait du sens, votre conversion. Si vous venez avec un but, ça fonctionnera parce que vous allez vous y accrocher. Et vraiment, voilà, ça demande beaucoup de temps et d'investissement, mais derrière, les retombées, elles sont magnifiques, quoi. C'est quelque chose que j'aurais pas pu espérer. Vraiment, c'est un retournement de situation pour moi qui est hallucinant. Donc venez avec du sens. Si vous ne perdez pas le sens, ça ira. On te souhaite du coup une bonne continuation dans ta carrière. Merci encore une fois pour tout ce que tu nous as dit. Et puis du coup, à bientôt sur Internet. À bientôt, au plaisir. Ou même ailleurs. Merci.